On va commencer cette question sur « Et demain » en parlant de science-fiction. Ça paraît être une bonne manière de rentrer en matière. Mais j'avais envie, quand j'ai discuté un petit peu avec les personnes qui sont occupées de cette journée, de vous parler un petit peu d'une autre manière de lire la science-fiction. Effectivement, aujourd'hui, en tout cas, ça m'arrive assez fréquemment qu'on me dise « Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi demain sera fait ? Et que va être la robotique demain ? Que vont être les intelligences artificielles demain ?» Et ma réponse première, c'est « J'en sais rien ». Déjà parce que je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, et je n'ai pas la prétention de savoir vers quoi on va. Par contre, ce que je connais relativement bien, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui en 18 minutes, c'est que pas mal de gens, des auteurs, des illustrateurs, des réalisateurs, ont proposé, par le biais de la fiction, de réfléchir non pas tant à ce demain qu'on peut fantasmer et qui ne s'est jamais vraiment réalisé tel qu'on le souhaitait, mais plutôt à cette manière que le demain a déjà d'être actif dans le quotidien. Et c'est un peu cette espèce de grille de lecture que j'ai envie de vous partager aujourd'hui sur une thématique qui me paraît assez intéressante, qui est la thématique des IA ou des intelligences artificielles, qu'on va remettre en lien avec la thématique des robots. En l'occurrence, dans la science-fiction, il y a une sorte de parcours qui se fait entre les années 1920 et aujourd'hui et qui passe par plusieurs thématiques, plusieurs figures qui vont du robot, créé en 1920, jusqu'aux IA aujourd'hui. Mais comme toute conférence un peu intello, on va commencer par un schéma. Habituellement, la science-fiction, on la considère, mais je vous promets que je vous prends quelques minutes pour ça, on la considère comme une manière de lire notre futur ou de décrire notre futur. C'est absurde, vous savez que lorsque vous prenez un roman, vous ne lisez pas du tout la vie du futur ou du présent ou du passé, mais vous voyez une mise en intrigue, une organisation fantasmée, fictionnel d'événements dans lequel nous, lecteurs ou spectateurs, on va se plonger et éprouver des émotions. C'est ce qu'on appelle le récit, le récit de la fiction. Ce qui est assez particulier dans la science-fiction, c'est que ces récits, et tous parmi vous en avez vu, je suppose, dans votre vie, ils ont quelques liens bizarres. C'est qu'il y a des robots dans le monde réel et puis il y a des robots dans la science-fiction. Il y a des cyborgs dans le monde réel, il y a des cyborgs dans la science-fiction, etc., jusqu'aux IA. Et nous, en fait, comme on est pétris de ces scénarios, on passe notre temps à nous parler du futur, à revoir des films. Qui n'a pas vu Avatar ? Qui n'a pas vu, peut-être que vous n'avez pas vu tous les films dont je vais parler, mais qui n'a pas vu Blade Runner, etc. Et puis tout ça, on le garde parce que l'avantage de la fiction, l'avantage des récits, c'est qu'on se les approprie et on y éprouve des émotions. Le problème, c'est que quand on pense au futur de l'humanité, au futur des robots et des IA, on a de la peine à ne pas faire interférer en fait, les scénarios qu'on a en tête et puis finalement la réalité des chercheurs. Alors les chercheurs disent « nous ne faisons pas de la science-fiction, chouette la vie ». Les auteurs de science-fiction disent « nous ne sommes pas des futurologues, chouette la vie », mais le problème c'est que les citoyens, que nous sommes tous, s'ils ne sont pas spécialistes de l'un ou de l'autre, ont tendance à juste titre de mélanger. Or la différence c'est que dans la science-fiction, et le titre de fiction le stipule bien, en fait, le robot n'est pas d'abord le robot de l'ingénieur, somme toute peu intéressant dans un scénario de fiction, mais il est d'abord une métaphore. Et je vous rappelle que la métaphore, peut-être pour certains c'est un vieux souvenir, c'est pas d'abord une jolie image pour écrire une lettre d'amour, bien que j'ai utilisé ce type d'image quand j'avais 18 ans, qui n'ont pas marché, mais c'est d'abord la seule manière de décrire des réalités anthropologiques. Autrement dit, comment vous expliquer l'amour mieux qu'avec la flamme amoureuse ? La flamme amoureuse est une métaphore. On voit bien que ce n'est pas pour faire joli, mais ça exprime quelque chose qui est difficile à exprimer autrement. À la fois, c'est fascinant, ça attire, à la fois, ça peut être répulsif, à la fois, ça consume, on a l'impression qu'on est en train de mourir, à la fois, ça revigore. Toutes ces choses-là, tous ces éléments-là sont constitutifs de cette métaphore toute bête, la flamme amoureuse. Et c'est pour ça qu'un philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur disait que la métaphore était la seule manière que nous, humains, avons pour redécrire le monde autrement et pour redécrire notre rapport au monde. On peut essayer de redécrire autrement, mais la métaphore est une bonne manière. C'est une bonne manière dont l'intelligence humaine ou la sensibilité humaine est capable de créer des nouvelles images pour comprendre l'homme et le monde dans lequel il vit. Et c'est cette lecture-là que je vous propose aujourd'hui à travers un parcours assez rapide, évidemment, vu le temps qui m'est imparti entre les robots et les IA. Les robots, vous connaissez peut-être cette pièce de théâtre. Si vous la connaissez, vous êtes malheureux parce que c'est une mauvaise pièce de théâtre qui s'appelle RUR, écrite en 1920. Ici, c'est une édition, la première édition anglaise de 1923, mais qui est écrite par un écrivain tchèque, Karel Čapek, qui raconte dans cette pièce de théâtre un scénario somme toute assez classique aujourd'hui. Vous êtes sur une île, une usine, on fabrique des êtres humains dedans, on leur a juste enlevé l'âme. C'est pratique, ces humains sans âme sont des très bons ouvriers. Voilà. Sauf qu'un jour, Hélène,
jeune femme qui a pris un peu en pitié ses robots, se rend sur l'île, séduit les ingénieurs, c'est pas très compliqué, séduit les ingénieurs, et puis oblige un des ingénieurs à insuffler de l'âme dans ses robots. Elle leur insuffle de l'âme, et soudainement, que font les robots? Ils se révoltent. Et ils se révoltent, ils déciment l'humanité. La pièce de théâtre se termine avec le fait que le dernier humain dit au revoir aux robots qui vont recréer un monde. Évidemment, ce scénario, qui a bientôt 100 ans aujourd'hui, on l'a encore dans les journaux, quand on nous parle du fait que les IA vont détruire l'humanité, ou que les robots vont peut-être prendre le pas sur l'homme. Vous voyez, ce n'est pas un truc très récent, on va être à la pointe du progrès, mais en fait, ce n'est pas le cas. RUR, si on le lit comme ça, on va dire « Ah, mais alors Čapek avait anticipé les questions qu'on se pose, en particulier depuis les années 60-70 ». Pas du tout, parce que Čapek comprend quelque chose de très bien, grâce à son frère par ailleurs Josef, c'est que le mot « robot », en tchèque, veut dire le travailleur ou l'esclave. La traduction peut-être la plus juste serait le prolétaire, parce que vous connaissez cette histoire de RUR. Lorsque vous construisez des hommes dans une entreprise, à qui vous ôtez l'âme, c'est-à-dire le siège de l'identité, de l'individualité, pour qu'ils construisent le monde, alors vous retrouvez la lutte des classes marxistes. Autrement dit, RUR n'est pas d'abord un récit qui parle des robots, il n'y a pas de robots des ingénieurs dans les années 20, mais il parle simplement d'une métaphore, l'histoire d'une métaphore, d'une image, qui parle de la condition des prolétaires, qui sont des humains de chair et d'os. Les premiers robots sont des humains de chair et d'os, mais à qui on ôte l'individualité. Autrement dit, les premiers robots sont des humains qui sont aliénés par un système capitaliste, fabriqués par le système industriel, et incapables de s'insurger, sauf lorsqu'ils retrouvent leur âme. Et je vous rappelle que chez Marx, dans le communisme, il y a cette idée que les prolétaires doivent conscientiser leurs conditions pour ensuite être capables de se révolter et de prendre le pas sur les capitalistes. C'est cette image du robot qui aura un énorme succès aux États-Unis. La pièce est jouée en 1921 à Prague, en 1922 à Paris, puis en 1923 aux États-Unis, en particulier à New York, qui va être récupérée par les magazines populaires américains qu'on appelle les pulp magazines. Et dans ces pulp magazines, on va transformer ces robots de Čapek, ici on est en 1926, on va transformer les robots de Čapek en êtres de métal. Les religions américaines et les comités de censure sur les magazines populaires empêchent l'homme de pouvoir recréer la vie artificiellement. L'homme peut créer des machines artificiellement, mais pas des humains. On va donc mécaniser les robots. Et on connaît ces robots mécanisés, puisque nous, on connaît tous ce film-là, qui arrive en 1927, Fritz Lang, basé sur un roman de sa femme Thea von Harbou qui s'appelle Metropolis, qui est un syncrétisme en, d'une part, l'histoire de Čapek qui est lue par Thea von Harbou et réinterprétée par Fritz Lang, et puis l'imagerie américaine du robot métallique, de l'androïde métallique, et c'est la collusion de ces deux imaginaires-là qui apparaît être aux sources de Metropolis, qui là aussi utilise le robot comme une métaphore, alors non plus du capitaliste, mais des tendances perverses de l'homme. On ne va pas trop s'y attarder. Le robot va subir une évolution assez importante. C'est bien que j'adore la séquence incroyable quand l'androïde séduit tous les hommes un petit peu dans une salle, mais bon, voilà. Blade Runner, vous savez qu'on entend beaucoup parler depuis qu'on parle de l'empathie chez les robots, que Blade Runner est une référence source à cette empathie, oui, puisque dans ce film-là, la seule manière qu'il y a de distinguer un robot d'un humain, c'est de lui faire passer un test qui est le test de l'empathie. En l'occurrence, on massacre des animaux devant lui en général, et le robot, l'androïde n'a pas tellement de réaction alors que l'humain est un peu effrayé par la chose. Et ce test-là permet de distinguer les deux. Sauf que si vous lisez ça en termes réalistes, vous dites « Ah tiens, on pourrait faire en sorte qu'un jour des robots fassent preuve d'empathie ». Non pas simulé, mais vécu. Or, Philippe K. Dick, l'auteur de Blade Runner, en a vraiment rien à faire des robots. Ce qui se rend compte, c'est que dans les États-Unis des années 60, puisque le film est adapté d'un roman des années 60, dans les États-Unis des années 60, on est en train de faire en sorte, avec un système de consommation qui est d'ailleurs fortement critiqué par la contre-culture à laquelle appartient Philippe K. Dick, que faire que les êtres humains n'aient plus d'empathie entre eux. Autrement dit, dans le film Blade Runner, les réplicants, et le mot américain replicant est beaucoup plus intéressant que le mot robot ou androïde, les réplicants sont des humains comme vous et moi, c'est juste qu'ils ont abandonné leur faculté empathique, et Philippe K. Dick utilise cette métaphore du robot, non plus pour parler des conditions du prolétariat, mais pour parler d'une condition des années 60-70, de l'être humain des années 60-70, qui perd son empathie à force de vivre dans un monde simulé, qui est le monde de la consommation, dans lequel l'autre n'est plus qu'un objet, ou un objet de consommation en l'occurrence. Si on lit ça comme ça, alors soudainement, le film devient critique, il devient réflexif, il nous envoie une image de nous-mêmes que de dire « Et vous ? Êtes-vous capable d'empathie ?» Parce que si vous êtes capable d'empathie, alors vous êtes un humain. Si vous n'êtes pas capable d'empathie, qu'est-ce qui vous distingue d'un réplicant ? La réponse est rien.
Et c'est évidemment la même stratégie qui est utilisée par Molière dans son théâtre, c'est que si je me rends compte que moi, en tant qu'humain, je n'ai plus d'empathie vis-à-vis de mes semblables, alors je peux, grâce au film, ça ne marche jamais, hein, chez Molière non plus, mais je peux, grâce au film, me rendre compte que je n'ai pas envie d'être cet être humain sans empathie, et donc je peux commencer à modifier mon comportement. Hein, c'est pour ça que Molière met en place les femmes savantes. Si je ris des femmes savantes et que je me rends compte que je suis une femme savante, alors je peux changer mon comportement. C'est ce qu'on appelle la catharsis. Ça ne marche pas, mais passons. C'est en tout cas comme ça que ça fonctionne, à condition que je vois dans les réplicants des métaphores, et non pas les vrais robots qui seraient un jour capables ou doués d'empathie. Déjà que les êtres humains n'y arrivent pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette figure du robot 1920-1970, en gros, 1982 pour le film Blade Runner de Ridley Scott, va être transformée par une nouvelle métaphore. Il apparaît chaque fois dans le champ des représentations des nouvelles métaphores. La flamme amoureuse apparaît lors de la Renaissance, en particulier chez Ronsard. Elle n'existe pas avant, vous n'avez pas de flamme amoureuse chez les Grecs, sauf dans les versions américanisées de la guerre de Troie qui passe sur les écrans actuellement. Mais sinon, vous n'avez pas ça. Donc il y a des images qui apparaissent de temps en temps et qui permettent de redécrire le monde. Dans un roman assez peu connu, mais qui était la source du film Matrix 15 ans avant, puisque ce roman est de 1984, William Gibson, un auteur américain de science-fiction, crée une intrigue dans laquelle des êtres humains se connectent à un espace qu'il appelle le cyberspace et deviennent donc des IA, ou en tout cas sont des humains d'abord connectés à des réseaux informatiques, puis qui vont gentiment être drogués à ce système informatique, ce sont tous un peu des junkies, en particulier quand ils peuvent plus se connecter. Et puis, au bout d'un moment, ils quittent même leur corps humain pour devenir des IA, et là, ils se dupliquent à l'infini. Évidemment, quand ils se dupliquent à l'infini, le problème, c'est qu'ils perdent leur identité. Ça, c'est un peu le problème quand on est beaucoup. Neuromancien est un roman qui sort en 84, qui est passé relativement inaperçu, à part dans le champ de la science-fiction, et qui est pourtant une des métaphores les plus puissantes pour comprendre notre condition encore actuelle d'être humain en permanence connecté. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut lire à travers le film Avatar. Ce qui est marrant, c'est que quand Gibson écrit Le Neuromancien, il voit deux enfants jouer sur l'Atari 2600. Vous vous rappelez, il n'y a pas beaucoup de pixels et pas beaucoup de couleurs, mais il se dit, tiens, c'est bizarre, ces enfants sont en train de quitter leur corps pour vivre dans un autre monde. Et c'est exactement ce type de choses-là qu'on voit dans Avatar, non pas une fable écolo sur la base de Pocahontas, ça, faut vraiment lire ça au premier degré, hein, vraiment plan-plan, quoi. C'est comme si vous pensez que Madame Bovary a vraiment existé, il y a un problème d'interprétation, mais quand un film sort dans les années 2000 et qui s'appelle Avatar, qui est le nom désigné, non pas pour parler des divinités bouddhistes, mais pour parler d'abord des personnages qui nous représentent dans les jeux vidéo, on se rend compte que Avatar devient un film métaphorique qui parle de la connexion de l'homme-machine de l'homme dans des réseaux numériques. Je vous rappelle que Jake Sully, handicapé, comme nous tous, puisque nous avons tous des lunettes 3D quand nous voyons le film, Jake Sully, handicapé, paraplégique, peut devenir une sorte de poupée bizarre et assez moche qui est traitée seulement en image numérique. À la fin du film, il quitte même son corps réel pour devenir cette pure image numérique. C'est la transition entre un acteur, on va dire une image réelle, un acteur profilmique, l'acteur tel qu'il est, cet acteur-là, qui devient une pure image numérique. C'est exactement ce qui est raconté dans Neuromancien, quand je quitte mon corps pour devenir un pur avatar. Et je vous rappelle que le pur avatar est une des fantasmatiques de ces mouvements américains qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui, qui imaginent qu'un jour on pourra uploader nos cerveaux dans des serveurs informatiques. Ça, c'est les extrêmes. Mais il y en a quand même des gens qui le pensent et qui reçoivent plus d'argent que Gibson pour Neuromancien. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que de nouveau, l'IA, celui qui est connecté à la machine, celui qui devient un logiciel informatique, pour faire simple, ce n'est pas d'abord un vrai logiciel qui devient un logiciel informatique, c'est d'abord la tendance bizarre humaine à dénigrer son corps et sa chair en permanence pour se fantasmer à travers l'informatique. Autrement dit, l'explosion du temps qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est pas le fait que nous sommes tous des victimes, bien qu'on a toujours été des victimes, nous ne sommes pas tous des victimes de grosses boîtes américaines, mais peut-être un phénomène beaucoup plus large, postmoderne, qui voit chez l'être humain un rejet profond de sa chair. Dans le Neuromancien en 84, Case, le héros, dit « Je suis tombé dans la prison de ma chair ». Et que je peux m'en libérer, je peux sortir de ça, je peux m'inventer des vies, je peux devenir quelqu'un d'autre, plein d'autres personnes d'autres. Quelle est la meilleure métaphore pour ne plus avoir de corps et être qui on veut en se dupliquant que l'IA ou que le logiciel informatique? Trouvez-en moi une de meilleure, vous verrez que ça va être compliqué. Deux films un peu critiques, et je terminerai là-dessus, qui montrent aussi comment la science-fiction va creuser ces thématiques-là avec des scénarios à chaque fois particuliers et différents pour qu'on puisse s'approprier les métaphores. Bizarrement, on ne lit jamais ces films comme des films métaphoriques. Transcendance, le
le film où les fans de Johnny Depp sont très contents puisqu'il est multiplié très souvent sur plein d'écrans, donc on le voit partout, comme ça. Vous voyez, quand vous avez cette phrase « Je crains le jour où la technologie dépassera l'homme », dans un film de science-fiction, ce qu'on se rend bien compte, c'est que cette phrase dit « Aujourd'hui, la technologie a déjà dépassé l'homme ». Pourquoi ? Parce que dans Transcendance, vous avez un personnage qui est un savant qui croit justement à l'importance du développement technologique, qui est victime d'un attentat, bon, film américain oblige, et qui va être uploadé, c'est-à-dire qu'il va voir sa conscience intégrer un réseau informatique. Et ça va le faire devenir omnipotent, omniscient, comme ça. Et puis, il va donc, évidemment, le fait qu'il n'ait plus de limite humaine, qu'il n'ait plus de limite charnelle, il va commencer à faire à peu près n'importe quoi. Et en fait, à la fin, ce qu'on se rend compte qu'il réalise, c'est juste l'utopie de sa femme, mais qui montre aussi que là, on n'est pas en train de parler de la singularité technologique ou de notre avenir, mais de cette espèce de tentaton, et je trouve que l'affiche est incroyable pour ça, où l'être humain est de plus en plus en train, métaphoriquement, de se numériser, c'est-à-dire pas réellement, mais dans sa capacité à être en permanence connecté à des réseaux informatiques, voire même à avoir confié la gestion de sa vie à des réseaux informatiques, qui fait que cette dépendance dont parlait Gibson dans le Neuromancien, elle est déjà là. Essayez d'imaginer que maintenant on coupe tous les téléphones portables pendant 3 semaines, je pense qu'il y en a 2-3, dont moi, qui vont faire un peu des petites crises cardiaques. Je terminerai par Ex Machina, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais qui combine tout ça, qui combine les robots et les IA. Ex Machina, c'est quoi ? Jeune femme, relativement jolie, qu'on voit jamais vraiment complètement sauf à la fin. Enfin, on voit que son visage, le reste c'est une sorte de robot, qui est un robot, mais on apprend surtout que c'est une IA suffisamment forte pour qu'elle ait réussi à satisfaire le test de Turing. C'est-à-dire qu'elle peut faire en sorte qu'un être humain puisse se tromper sur le statut à accorder à ce robot. On met un type qui ressemble un petit peu à Mark Zuckerberg, donc un type un peu 18 ans, vous voyez, pas très à l'aise avec les femmes, qui peut que tomber amoureux, de fait, hein, qui tombe amoureux, voilà. Évidemment. Et puis, s'ensuit un ensemble de péripéties pas très importantes. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la fin, elle arrive à se sortir de sa géole. On comprend qu'elle est un peu emprisonnée. Elle sort de ça. Elle remet sa peau sur elle. Elle sort dans le monde réel. Et nous, on se dit, mais c'est quand même terrible, ces machines qui vont prendre le pas sur les humains. Sauf qu'on a oublié quelque chose. C'est que cette femme-là, avant qu'elle puisse remettre sa peau, n'est qu'un robot à destination de gens qui l'expérimentent et qui veulent coucher avec elle. Autrement dit, quelle meilleure métaphore y a-t-il que de l'instrumentalisation sexuelle et du fait d'utiliser quelqu'un à son propre profit que de le transformer en robot. Voilà, j'espère en tout cas que ces quelques questions que je dresse rapidement, mais j'espère en tout cas que ces films vous intéresseront, vous pourrez les voir. Et rappelez-vous que si la fiction est intéressante, c'est parce qu'elle nous offre des métaphores, que si les métaphores sont intéressantes, c'est que c'est les seules manières qu'on a aujourd'hui de réinventer vraiment notre monde pour que notre monde reste, lui, contrairement au futur, humain. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et c'est tout.